les ondes, les oscillations, les mouvements harmoniques sont des sujets extrêmement phares en physique parce qu'on retrouve ça dans énormément de concepts. Donc quand je parle d'ondes, les gens s'imaginent la plupart du temps à des vagues, à des belles oscillations comme ça. Mais on retrouve ça dans plein d'applications ou plein de phénomènes comme des ondes électromagnétiques. Donc j'ai déjà dit ça un peu plusieurs fois dans mes vidéos. Des ondes électromagnétiques sont des champs électriques et magnétiques qui oscillent ensemble. Ça, c'est vraiment des applications ultra avancées parce que les ondes électromagnétiques sont les ondes avec la plus haute gamme d'existence au monde. On peut parler par exemple d'ondes radio qui permettent à des radios, à des GPS de communiquer ensemble. On peut parler de micro-ondes qui nous servent aujourd'hui à réchauffer des plats et à faire quelques mini-applications technologiques. On peut parler d'ondes visibles, ça qui nous permet de voir des objets, la couleur, tout ce qui est visible, c'est des ondes visibles, c'est une toute petite gamme. On peut également parler de rayonnement plus élevé, comme les rayonnements cosmiques ou peut-être des rayonnements ultraviolets. Quand on parle d'oscillation, plus de façon mécanique, on peut penser à des pendules qui vont osciller avec une fréquence plus ou moins constante autour d'un point d'équilibre. On peut également parler des vagues qui sont juste des ondes de matière. Il y a différentes familles d'ondes. Ici, on a plus des ondes qui sont de nature électromagnétique. Ici, on a plus des ondes de matière où c'est une matière palpable qui se déplace. Ici, par exemple, c'est les vagues d'eau qui se déplacent. Ici, c'est une balle qui se déplace. Tandis qu'ici, c'est des champs électromagnétiques qui se déplacent tout en oscillant. Mais le but important de tout ça, donc pour te classifier comme onde, tu dois tout simplement mettre un truc pas forcément palpable, mais c'est juste un mouvement qui transporte de l'énergie. En secondaire, on définit les ondes comme un transfert d'énergie. Ça, c'est une onde, tout simplement. Les ondes de matière ont besoin de matière pour transporter l'énergie, un peu comme une vague a besoin d'eau, un peu comme cette bille, elle a besoin de rebondir sur l'autre bille, un peu comme le son qui a besoin de faire vibrer l'air autour de nous. On peut parler également de ondes sonores qui fait vibrer l'air autour de nous pour transporter de l'énergie. Donc, il y a différents types d'ondes. Et l'idée de cette vidéo, c'est un peu de formaliser tout ça dans un cadre mathématique pour faire des liens entre différents symboles et différentes quantités. Donc, une onde, généralement, est représentée par ça. Donc, cette représentation est la plus simple possible. Dans la vraie vie, une onde ne ressemble pas à ça. Donc, j'aime toujours dire ça ici, que ça, c'est ce qu'on appelle euh, une conception mathématique. Donc, c'est dire, OK, à quoi peut ressembler mathématiquement, par exemple, l'amplitude d'oscillation avec, par exemple, le temps ou la position. Donc ça, c'est une représentation mathématique. Dans la vraie vie, les ondes n'ont pas cette forme-ci. Sauf les ondes de matière, un peu comme une corde. Oui, tu pourras me dire qu'une corde, ça fait ce mouvement. La corde modélise très bien le mouvement pratique, mais une onde électromagnétique, ça ne ressemble pas du tout à ça. Une onde sonore, ça ne ressemble pas du tout à ça. Ça, c'est purement une conception mathématique. Ou dans l'axe des Y, on a l'amplitude d'oscillation. Et dans l'axe des X, on peut avoir le déplacement en X ou plutôt le temps. Ici également, tu peux également avoir la position, par exemple, un ressort. Un ressort, la position aussi comme ça, entre par exemple 1 et disons -1. Quand tu vois, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et par exemple, cet axe peut être par exemple le temps. Donc pour une onde, par exemple, pour le mouvement d'oscillation d'un ressort, on peut avoir la position en fonction du temps. Mais si je parle par exemple d'une onde acoustique, on peut avoir l'intensité et par exemple la position, sachant que l'onde acoustique va se déplacer dans l'espace, également aussi dans le temps. Bon, petite définition assez simple. Donc, le temps nécessaire pour faire un tour complet, dans un tour complet avec le circuit de zéro, tu descends, comme tu montes, comme ça, tu descends complètement et tu reviens. C'est un tour complet. Le temps nécessaire pour faire un tour complet, on appelle ça une période. Dans la période, c'est le temps pour faire un tour complet. Et si je parle en termes de distance, c'est facile. Donc, si par exemple, je regarde une onde électromagnétique ou une onde sonore, je peux parler de longueur d'onde. Dans la longueur d'onde, c'est la distance nécessaire, la distance pour un tour complet. Ou alors, c'est la distance d'une crête à une autre crête. C'est ça qu'on appelle une longueur d'onde. Donc, ces notions sont assez intéressantes. Donc, comme je dis au début, une onde, quand on parle d'onde, on parle de propagation. Qui dit propagation dit vitesse. On sait que la formule de la vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Donc, par exemple, ici, puisque je sais que la longueur d'onde ici est constante et la période est constante, généralement, c'est des valeurs qui sont connues.
Donc, c'est des valeurs qu'on va plus utiliser souvent. On va plus parler de longueur d'onde et période. Donc, si je parcours une certaine distance lambda sur un temps t, je peux dire que la vitesse, c'est lambda sur t. Donc, la vitesse d'une onde, c'est lambda sur t. Par exemple, la vitesse de la lumière, c'est 3 fois 10 exposant 8 mètres, exposant 8 mètres par seconde, mètres par seconde. Donc, ça veut dire qu'en une seconde, la lumière parcourt 3 fois 10 exposant 8 mètres, ce qui est incroyablement énorme. Donc, un petit exemple, c'est par exemple le Soleil. Ça, c'est le Soleil. Le Soleil est notre unique source de lumière abondante. Et là, c'est la Terre. Les rayons de soleil de la surface font 8 secondes pour arriver à la Terre. Donc, juste avec ça, tu peux estimer la distance entre la Terre et le Soleil. Donc, je pense aussi que c'est très, 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 très long. Très, 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 très long. C'est en fait 3 fois ces distances. Donc, c'est 24 fois 10 exposant 8 mètres. La distance entre la Terre et le Soleil. C'est super long. C'est inimaginable. C'est pas conceptuel pour nous petits êtres humains. Et les lumières font 8 secondes. Imagine si tu devais émettre un son du soleil vers la Terre. La lumière, c'est c, on appelle la célérité. La vitesse du son n'est que de 340 mètres par seconde. Ce qui est extrêmement petit comparé à la vitesse de la lumière. Et je pense que tu as déjà vécu ou pas vécu, mais tu as déjà ressenti cette grande différence dans des phénomènes comme la foudre, par exemple. Bon, généralement, quand la foudre frappe, on voit des éclairs, paf, on voit les éclairs, et quelques secondes plus tard, on entend le son. Pourquoi est-ce que quelques secondes plus tard, on perçoit le son? C'est parce que parce que la lumière a voyagé 10 exposant 6 fois plus rapidement que le son. Donc, du coup, il y a un certain délai la perception, entre la perception du son et la perception de la lumière des orages, parce que la lumière voyage plus rapidement que le son. Ok, ça c'est intéressant. Mais généralement en physique, il y a une autre quantité qui est assez intéressante qui s'appelle la fréquence. Dans la fréquence, c'est le nombre de tours que tu fais par unité de temps. Donc, si je te dis que tu fais 40 tours en 20 secondes, tu vas faire 40 divisé par 20 pour voir c'est quoi ta fréquence de vitesse. Mais quand je parle de tours, c'est par exemple tour sur un cercle. En disant tu es Usain Bolt, tu fais 40 tours par seconde, ce qui est inimaginable. Ça dépend aussi de la distance du cercle. C'est besoin que tu fais ça. Tu es Usain Bolt et tu fais 40 tours par seconde. Et là, moi, je peux demander à quelle fréquence est-ce que tu passes, par exemple, sur ce point-ci. Alors, ça, c'est par exemple le check. Je demande à quelle fréquence est-ce que tu passes sur ce point-ci. Non, disons que non, là, j'ai donné la fréquence. Quand je dis 40 tours par seconde, ça veut dire qu'en une seconde, tu fais 40 tours. Mais si tu fais, par exemple, 80 tours de façon constante et ça t'a pris, par exemple, 10 secondes, ta fréquence va être 80 divisé par 10, en quelque sorte. Mais bon. C'est un peu, je vois un peu pas très bien compris le concept de fréquence. Même moi, l'explique, je vois pas ça très bien, donc pas m'attarder. Et de façon plus générale, la fréquence en oscillation et en, c'est 1 sur la période. Pourquoi 1 sur la période? Ça, je peux l'expliquer. C'est parce que tu fais un tour complet dans ce laps de temps. Donc, tu as besoin de faire, en un tour, tu as pris ce laps de temps. Et ça correspond exactement à la fréquence. Donc, en un tour, tu as pris un temps nécessaire qui est de une période. Du coup, je peux modifier la vitesse et je vais dire que la vitesse est la longueur d'onde fois la fréquence. Je peux également faire un lien entre la vitesse, fréquence et la longueur d'onde, ce qui est le plus utilisé même souvent. Dans la fréquence, c'est la vitesse divisée par la longueur d'onde. Donc, par exemple, en optique, en optique, on va plus parler en fréquence, en longueur d'onde, mais tandis qu'en mécanique, on va un peu plus parler de période parce que la période souvent nous intéresse. En mécanique, on aime bien connaître le temps d'oscillation, tout ça. Tandis qu'en optique, on aime plus connaître la fréquence et la longueur d'onde. Et ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire qu'en fait, plus la fréquence est grande, plus la longueur d'onde est petite. Donc, pour le côté d'audition, des grandes fréquences correspondent à des sons très très aigus, tandis que des petites fréquences correspondent à des sons très graves.
Donc, quand une personne parle avec un son très aigu, ça veut dire qu'en fait, il a une longueur d'onde qui est très, très petite. Ça veut dire que là, tu as la longueur d'onde qui est super petite comme ça. Et là, je peux t'expliquer maintenant pourquoi les sons aigus font très mal aux oreilles. Parce que supposons que là, tu as tes oreilles. Ça, c'est les oreilles de notre humain. C'est gigantesque comme ça. Là, il y a sa grosse tête. Et toi, tu reçois ces sons à très, très, très grande fréquence, qui est très aiguë. Ça veut dire qu'en fait, la quantité d'énergie que tu reçois ici est très dense. Donc, supposons que chaque petit trait comporte une certaine énergie. Donc, ton oreille va absorber une très, très grande énergie qui est très, très condensée. Mais si la fréquence est très faible, donc le son est très grave, alors tu auras la longueur d'onde qui va être plus grande comme ça. Et là, tu auras tes oreilles. Le fait d'être grave n'a rien à voir avec l'amplitude, ça je le précise. Ça, c'est super important, je dis souvent ça aux gens qui viennent souvent à l'expérimentum de physique dans les ateliers ou à mes élèves. C'est que l'amplitude, c'est le volume, tandis que dans l'amplitude, je vais définir ça après, mais c'est pas la hauteur ici, ça définit le volume, tandis que la fréquence définit la tonalité. Quand on parle de tonalité, on parle de grave, aigu. Donc grave, c'est les petites fréquences, aigu, c'est grande fréquence. Et du coup, quand on sent est très grave, et la fréquence est quoi? La fréquence est petite et la longueur d'onde est très grande. Du coup, c'est très espacé comme ça. Et du coup, ton oreille, donc ça c'est ta tête, ça c'est ton giga-oreille, ton oreille va absorber un son avec des crêtes très espacées. Ça veut dire qu'ici, en termes de densité d'énergie, tu vas capter moins de densité d'énergie comparé à ça. C'est pour ça que les sons aigus sont très dangereux pour les oreilles et les sons très graves sont pas très graves, c'est pas très grave pour les oreilles. Quelle rime de mots. Sont pas très dangereux pour les oreilles parce que la densité d'énergie est faible. Ici, je ne parle pas du volume, hein. Si le volume est très grand, là, c'est dangereux. Ça veut dire que tu peux avoir des vagues très élevées. Généralement, les gens qui ont une voix très grave parlent également avec un volume élevé, tandis que les gens qui ont une voix très aiguë parlent avec un volume très bas. Et là, tu peux imaginer pourquoi. Parce qu'en fait, parler avec un son aigu nécessite de donner une densité d'énergie très grande. Mais puisque l'énergie est concentrée dans les oscillations, d'office, tu vas être limité en volume. Donc, c'est difficile de parler avec une voix aiguë et un volume qui est très grand, tout simplement parce que ça demande beaucoup plus d'énergie. Parce que la densité d'énergie dans une voix aiguë est déjà grande. Et toi, tu vas encore mettre plus d'énergie pour la rendre encore plus grande en taille. Ça, c'est un peu compliqué. Tout simplement parce qu'il y a une limitation en énergie. On n'a pas d'énergie infinie, mais avec des systèmes électroniques, tu peux le faire. Mais ça va coûter beaucoup d'énergie. Tandis qu'une voix très grave, puisque la densité d'énergie est faible, donc puisqu'on a besoin de moins d'énergie comme c'est très séparé, là, on peut monter à des volumes plus grands. Donc, quand on veut parler plus fortement, on va avoir une voix qui est plus grave. Donc, si par exemple, tu avais une énergie fixée, disons, tu as 10 joules, pour te rendre là beaucoup, beaucoup plus concret, tu as deux options. Soit tu fais une voix aiguë, donc je mets beaucoup plus de densité d'énergie. Soit tu fais une voix grave, tu mets moins de densité d'énergie, mais tu augmentes le volume. Là, tu comprends pourquoi maintenant les voix graves, c'est fort, mais c'est pas obligatoirement pourquoi, c'est parce qu'on est limité en puissance, en énergie, même chose. Et les voix aiguës sont très petites en volume, mais très intenses au niveau des oreilles. Ici, aussi, je ne l'ai pas dit, mais les oreilles n'entendent pas toute la gamme des sons, de fréquences sonores. On est limité. Je connais plus trop la limite, mais je sais que la gamme est assez bonne ou assez mauvaise, mais je pense qu'elle est assez bonne, l'audition humaine. Par exemple, les chiens ou les chauves-souris n'ont pas la même gamme d'audition de ondes sonores. Maintenant, parlons plutôt d'ondes électromagnétiques. Ça, c'est mon domaine, ça, c'est mon dada. Parce que moi, je fais de la photonique, donc je suis vraiment à fond dans les ondes électromagnétiques. Mais moi, je suis plus dans infrarouge, visible dans les ondes de télécommunication optique. Dans le cas des ondes électromagnétiques, bon, comme je vous ai dit, ça c'est une représentation mathématique. Les ondes ne sont pas vraiment comme ça. Je vais bien le préciser parce que voilà. Comme ça, à l'université, quand tu vois des ondes planes, les ondes gaussiennes, les ondes sphériques, tu ne demandes pas, mais c'est quoi le lien entre les trucs? C'est pas vraiment la même chose. Ok. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Dans les ondes électromagnétiques, c'est les ondes avec la plus grande gamme possible. Donc, c'est les ondes qui ont la plus grande fréquence ou les longueurs d'onde les plus, pas les plus grandes, mais en termes de gamme. Donc, quand je parle de gamme, c'est l'élargissement. Les ondes sonores, ils n'ont pas une très grande gamme. C'est pour ça qu'on ne communique pas avec des ondes sonores, parce qu'on ne sait pas facilement les moduler. Dans la gamme, plus la fréquence est petite, plus la longueur d'onde est grande. Par exemple, les ondes radio, ici, ils ont une longueur d'onde. Ici, c'est mis à l'échelle, il faut faire attention. Les ondes radio ont
une longueur d'onde de 10 exposant 3. Donc, ils sont à kilomètre. Donc, les formules des ondes radio avec des longueurs d'onde en kilomètres. Ça veut dire qu'un maximum peut faire ça, comme ça, et un minimum peut faire ça. En vrai, moi, j'y crois pas trop à. Je suis pas très certain des grandeurs ici, sachant que les ondes radio ont une grandeur qui est très très large. Tu vois que ça peut s'étendre jusqu'à la taille humaine. Alors, généralement, on va pas avoir des longueurs d'onde aussi grandes. Généralement, c'est en quelques mètres maximum la taille d'un humain, généralement. Comme ça, gratte-ciel, c'est trop grand, c'est difficile à capter. Mais tu vois que c'est possible, ça on a 10 puissance 4. Tu peux convertir ça en longueur d'onde, tu verras bien que c'est on a 10 exposant 3. Pourquoi? Parce que la vitesse de la lumière c'est 10 exposant 8. Donc tu fais, là tu as 10 exposant 8, tu divises par 10 exposant 4, tu trouves même 10 exposant 4, hein, là tu as 10 exposant 4. Dans, dans les ondes avec des kilohertz comme ça, généralement c'est en kilohertz comme ça, tu te retrouves facilement à des longueurs d'onde en kilomètres. Dans les longueurs d'onde radio sont assez grandes. Après, on bouge à des longueurs d'onde des micro-ondes. Pour les micro-ondes, avec quoi on chauffe les plats, euh, les micro-ondes, tu vois, c'est quoi un micro-ondes? Les ondes infrarouges, c'est grâce à ça qu'on sait faire de la télécommunication dans des fibres optiques. Donc, généralement, dans les fibres optiques, on va travailler un peu dans l'infrarouge proche, tout simplement parce on a moins de phénomènes de dispersion, moins de plats d'énergie, c'est optimal pour la fibre optique, etc. Donc, c'est plus pour des raisons techniques, on aurait bien pu travailler avec les ondes visibles, mais juste que la gamme des micro-ondes, ça marche bien avec certaines propriétés des fibres optiques. Ensuite, dans la gamme visible, ça qui nous permet de voir les objets, les couleurs, etc., de percevoir le monde. Et encore une fois, tu te rends compte que nous, les êtres humains, on ne perçoit qu'une infime partie de la réalité du monde. Parce que le monde est composé principalement de couleurs, de lumière, d'ondes électromagnétiques, de beaucoup d'ondes électromagnétiques. Et nous, on ne voit qu'une seule petite gamme qui est le spectre visible. Alors, il y a tout un monde visible qu'on ne voit pas. Et les gens s'amusent à faire des théories métaphysiques, du style troisième œil, on est visible, subconscient, machin truc, mais bon, il n'y a pas de théorie physique là-dessus, donc je ne vais pas m'avancer dans ce genre de domaine-là. Mais c'est assez impressionnant quand même, c'est dire que nous, on ne voit qu'une faible partie de la réalité. Ensuite, on a l'ultraviolet. Ici, on a mis un peu des molécules. Ici, c'est à l'échelle, mais c'est en fait très bien mis à l'échelle parce que les ondes ultraviolets sont généralement émis dû à des excitations moléculaires. Par exemple, s'il y a une molécule qui est excitée et qui se désexcite, elle peut mettre des ondes ultraviolets. À l'expérimentum de physique, je fais également ce genre d'expérience où je montre des différents types de rayonnements électromagnétiques. Et on le fait très souvent avec des molécules de gaz comme l'azote, l'oxygène, le CO2, les molécules d'eau, etc. Et on voit les différentes couleurs qui apparaissent bizarrement au début. C'est pas que de l'infrarouge, c'est pas que de l'ultraviolet, c'est proche de l'ultraviolet des fois. Et ça tourne autour du bleu comme ça. C'est difficile d'avoir une molécule qui émet la couleur verte, à part si c'est un peu un métal, un truc comme ça. Ensuite, on a le rayonnement X. Ici, c'est encore bien mis, c'est à l'échelle atomique. Parce que les rayonnements X, c'est des rayonnements électromagnétiques qui sont dus à les excitations électroniques. Donc, ça vient en fait des rayonnements, c'est des rayonnements de type électronique, donc des électrons qui quittent d'une couche de valence à l'autre et qui émettent des ondes électromagnétiques. Là, on a le rayonnement gamma. C'est encore bien mis à l'échelle parce que le rayonnement gamma, c'est des rayonnements de type électromagnétique, mais au niveau du noyau cette fois-ci, dû à plusieurs phénomènes, des recombinaisons, des désintégrations, etc. Ici, ils ont un peu mis les températures. Ici, voilà, plus tu montes en machin, plus la fréquence est grande, plus c'est chaud. Bon, c'est pas toujours très vrai en réalité. C'est pas forcément ça, mais bon, c'est théoriquement un peu ça. Là, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de modéliser mathématiquement cette onde. Alors là, tu vois que cette onde représente une fonction trigonométrique. Elle représente un sinus. Et généralement, la formule s'écrit comme ça. On a x qui vaut a sin oméga t plus phi. Cette formule est assez intéressante. Pourquoi? D'autres personnes m'auront dit, pourquoi c'est pas juste a sin oméga plus phi? Parce que ici, en fait, on peut représenter le mouvement d'oscillation soit par un sinus ou par un cosinus, ou même deux fois la somme des deux. Ça peut arriver deux fois. Du coup, de façon très générale, ça représente ça. Et la phase, en fait, ici, ça peut être une phase spatiale qui te dit, en fait, que tu ne commences pas d'office à zéro. Tu peux commencer, par exemple, à 2. Tu peux commencer un peu plus haut, un peu plus bas. Donc, tu ne commences pas forcément ici à zéro. Mais en fait, le zéro ici, c'est défini, mais l'amplitude n'est pas forcément définie. Donc, c'est juste pour dire que tu peux commencer avec un référentiel différent que le zéro qui est ici. Donc, tu peux avoir une avance de phase ou un retard de phase. Et ça, en fait, l'idée.
Et le oméga, c'est ce qu'on appelle la pulsation et plus simplement la vitesse angulaire. C'est le nombre, si je prends un thème, c'est l'angle. Donc, si je fais un thème d'oscillation circulaire, par exemple, en sens circulaire, c'est beaucoup plus courant. Donc, tu tournes autour d'un cercle, tu peux définir une vitesse angulaire qui est la valeur de l'angle que tu fais. Donc, disons, voici un angle. Disons que tu as commencé avec un angle. Tu as fait cet angle θ. Tu quitté d'ici, tu quitté de A, tu arrives à B. Je peux dire que ton oméga, c'est la différence d'angle que tu as fait dans le delta θ en radian divisé par delta t. Et voilà, c'est un peu la façon la plus simple que je peux, la façon la plus simple dans laquelle je peux expliquer oméga. Sinon, si j'explique oméga pour les angles avancés, ça va être plus compliqué. Donc, je vais m'arrêter à la vitesse angulaire, pulsation. Ok. Et phi, comme je dis, c'est la phase. À la phase, c'est ça te dit juste à quel instant tu commences. Ça te dit un peu tes conditions initiales. Parce que les oscillations ne commencent pas toujours avec une amplitude nulle. Tu peux commencer avec une amplitude différente. Tu peux commencer avec un temps différent. Donc, le phi, ça te met juste à la bonne phase. Finalement, on le prend en zéro, mais c'est pas toujours zéro. Et oméga également, comment est-ce qu'on le calcule? C'est 2π fois la fréquence ou 2π sur t. Une grosse question à laquelle on ne répond pas en secondaire, c'est pourquoi est-ce que les oscillations sont décrites par des fonctions trigonométriques? Conceptuellement, on le voit comme ça, mais si je ne t'avais pas montré cette fonction, comment est-ce que tu aurais pu savoir que ça s'écrit avec un cosinus ou un sinus? Ça aurait pu être une fonction carrée, ça aurait pu, bah, des fois ça peut aussi être une fonction carrée, ça peut aussi être un truc comme ça, tu vois. Pourquoi est-ce qu'un sinus? Et généralement, les sinus sont même pas réalisables. En électronique, on a des fonctions carrées comme ça. Pourquoi est-ce qu'un sinus? Alors, je vais prendre un exemple pratique qui est le système masse-ressort, un ressort qui est dans le plan horizontal et pas dans le plan vertical. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pour ne pas prendre en compte la masse du bloc. Au début, j'avais fait ça comme ça. J'avais fait ça comme ça. J'avais oublié de prendre en compte la gravité. Je me suis dit, je peux dire que la gravité est nulle, mais ça va être un peu pas esthétique. Du coup, j'ai renversé pour que ça soit logique. Alors, si je veux décrire ce système, donc ça, c'est un système dynamique. Tu as un bloc qui est aussi comme ça, dû à une sorte de rappel de ressort. Tu veux modéliser ça. Non, la façon de modéliser des systèmes en physique, généralement, c'est d'appliquer la deuxième loi de Newton, qui nous dit que la somme des forces est égale à ma. Dans la somme des forces est égale à ma. Ici, j'ai pas beaucoup de sources. Ici, il n'y a pas le poids. On ne répond pas en compte le poids de l'objet parce que je regarde que le mouvement horizontal, pas de mouvement vertical, non, il n'y a pas de gravité. Et je sais que la force de rappel d'un ressort, c'est moins kx. Et le A, c'est l'accélération. L'accélération, c'est la dérivée seconde. Non, je pense que dans toute la suite, j'ai oublié de mettre le 2 ici, dérivée seconde. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce qu'est une dérivée seconde. Si tu n'es pas à l'université, que tu ne sais pas résoudre des équations différentielles, je te conseille de quitter la vidéo maintenant. Bon, pour toi, je vais te dire, c'était Gabriel. Salut, tu peux couper la vidéo. Donc, pour ceux qui ont vu les équations différentielles, on peut continuer. Donc, l'idée, c'est de résoudre cette équation différentielle. Je peux l'écrire sous cette forme. Donc, à chaque fois, attention, j'ai oublié de mettre un carré ici. Et ensuite, je vais définir oméga. Oméga carré aussi, j'ai oublié. Ouh, ça est compliqué. Oméga carré, c'est, on va dire que je vais définir oméga comme racine de kx sur m. Dans la pulsation, bon, ici, encore pour l'instant, tu n'es pas convaincu de la pulsation. Non, oméga, c'est juste un paramètre pour l'instant. Donc, ici, c'est oméga carré. Et du coup, lambda, non, là, c'est ça ce qu'on appelle l'équation caractéristique pour trouver les valeurs propres de mon équation différentielle. Lambda, c'est plus ou moins I oméga. Du coup, ma solution finale, c'est ça. C'est C1 fois sin oméga t plus C2 fois cos oméga t parce que j'ai des solutions imaginaires et des valeurs propres imaginaires. Donc, généralement, quand tu as ce genre de problème, pour trouver C1 et C2, tu dois connaître les conditions initiales. Tu dois connaître la vitesse initiale et la position initiale. Mais comme j'ai dit au début, qu'est-ce que j'ai dit au début? Comme j'ai dit au début, la condition initiale dépend de où tu commences. Donc, tu peux commencer avec une position donnée, une vitesse donnée, et généralement, la somme d'un cos et un sin peut être combinée en une fonction trigonométrique de la forme A sin oméga t plus phi. Et le A et le phi vont dépendre des conditions initiales. Donc, ces deux formes-ci sont équivalentes, sont complètement équivalentes. Ça et ça sont équivalents. C'est d'où vient cette forme ici de ton système. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, cette forme-ci ne marche que pour des systèmes d'oscillation qui ne sont
pas amortis, qui sont linéaires, comme ça. En plus, c'est d'être linéaire. C'est pas amorti. J'ai pas pris en compte la gravité. C'est vraiment un système très simple. Donc, ça, c'est vraiment une modélisation très simple. Donc, j'ai fait ce calcul pour démontrer à quel point la modélisation sous cette forme-ci est une modélisation simple, mais dans des cas plus compliqués, si par exemple je rajoute une force ici, par exemple, je rajoute une force excitatrice, F de t ici, là, ça devient autre chose, hein, que vaut le F de t. C'est quoi la nature de F de t? Tu mets F de t dans cette équation différentielle. Là, tu auras une équation différentielle non homogène. Et selon la nature de t, tu pourras la résoudre analytiquement ou pas. Des fois, en pratique, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est là où il faut appeler les ingénieurs ou les gens qui vont résoudre des équations différentielles numériques comme ça. C'est mon data de tous les jours. Et sur mon mémoire, je travaille principalement sur des systèmes qui sont amortis, forcés, non linéaires, avec des pertes. Mon mémoire, c'est vraiment un système masse ressort, mais juste plus compliqué. Mais un système masse ressort pour des champs électromagnétiques. Je vais m'arrêter ici. C'était Dibril. Ciao.